5 jours ont suffi pour transformer un silence diplomatique en menace ouverte, alors que les tambours de l'aube laissaient ne croire à un calme ordinaire. Ouagadougou exige l'extradition immédiate de Paul-Henri Damiba, et Lomé répond par une attente glaciale, où chaque heure sans message accroît la méfiance. Au centre, Ibrahim Traoré défend une souveraineté proclamée sans offrir le prétexte qui, via des accords invoqués de loin, ferait basculer une affaire judiciaire en crise internationale. Jusqu'où tenir cette ligne? Pour qui? Et combien de silence faudra-t-il encore avant l'explosion dans le Sahel? Ici, je vous propose une lecture claire d'une crise qui dépasse un simple dossier d'extradition pour toucher au cœur des équilibres sahéliens. L'enjeu est concret, comprendre comment une décision diplomatique apparemment mineure peut redessiner des lignes de sécurité, d'économie et de légitimité politique en Afrique de l'Ouest. Ce récit s'appuie uniquement sur les éléments exposés par le contenu source, sans extrapolation, afin d'éclairer ce qui se joue réellement derrière les communiqués et les silences calculés. Il s'agit de mesurer les coûts d'une action rapide comme ceux d'une retenue prolongée, en tenant compte des accords régionaux, des pressions extérieures et des attentes internes. À travers ce prisme, la figure d'Ibrahim Traoré n'est ni héroïsée, ni jugée. Elle sert de point d'observation pour analyser une méthode de pouvoir confrontée à un piège stratégique. L'idée est simple. Offrir des repères pour distinguer le symbole de l'effet réel et préparer la lecture des révélations à venir sans perdre de vue les conséquences pour les États, les citoyens et la région. Un détail pourtant change tout. 19 officiers visés et 100 millions de francs CFA transférés. Ensemble, ils ont fait basculer une affaire sécuritaire interne en dossier diplomatique explosif, plaçant immédiatement Ibrahim Traoré au centre d'un jeu régional à haut risque. Ces éléments émergent après l'échec sanglant d'un nouveau complot présenté par les autorités burkinabées comme le 40e depuis l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré. Pendant quelques semaines, Ouagadougou pensait avoir repris le contrôle. Réseau désorganisé, sécurité renforcée, atmosphère en apparence stabilisée. Mais des messages interceptés relient alors d'anciens officiers en exil au Togo à une cellule dormante active dans la capitale. L'enquête change d'échelle. Paul-Henri Damiba n'apparaît plus comme un fugitif isolé, mais comme un maillon d'une architecture de déstabilisation enracinée hors des frontières. Selon des sources diplomatiques citées dans le contenu, c'est à ce moment qu'Ibrahim Traoré convoque un conseil restreint. Les preuves s'accumulent, transferts financiers précis, itinéraires convergents, aveux d'intermédiaires arrêtés à Bobo Dioulasso. Le montant de 100 millions de francs CFA, traçable et daté, devient un symbole. Le prix attribué à une tentative de décapitation de l'appareil militaire. Pour Ouagadougou, ces données constituent la démonstration d'une orchestration externe. La décision de rendre publique la demande d'extradition marque alors un tournant. En exigeant officiellement la remise de Damiba, le Burkina Faso révèle aussi l'existence d'une opération de contre-espionnage menée depuis des mois. Chaque mouvement était observé, chaque échange consigné. Mais cette exposition comporte un coût immédiat. La France invoque ses accords de défense et avertit qu'une intervention non autorisée sur le sol togolais serait perçue comme hostile. En un communiqué, une tension bilatérale devient crise internationale. Dans ce contexte, le silence du Togo prend une dimension stratégique. Chaque jour sans réponse nourrit l'idée d'un piège, pousser Ibrahim Traoré à la faute plutôt qu'à la victoire. La question n'est plus seulement judiciaire, elle est désormais géopolitique. Le récit s'incarne alors dans une figure précise, non comme héros, mais comme point de passage obligé. Dans les couloirs du palais présidentiel, les conseillers militaires défilent dossier en main pendant que les rapports s'accumulent sur la table. Depuis la nuit de l'attentat manqué, le sommeil est rare, rythmé par les confessions de soldats infiltrés et par la liste des 19 officiers visés. Ibrahim Traoré écoute, tranche peu, mais enregistre tout. Conscient que chaque mot mal placé peut devenir une étincelle. L'impact immédiat se mesure au-delà des bureaux. Dans les casernes, les soldats restent en alerte, disciplinés, attendant des ordres qui ne viennent pas encore. À la radio nationale, les messages officiels appellent à la patience, à la dignité, à la vigilance. Dans les marchés de Ouagadougou, à quelles les femmes prient
pour que la guerre ne revienne pas, tandis que des jeunes volontaires s'entraînent sous le soleil, drapeau du Burkina Faso, dressé à côté de celui de l'Alliance du Sahel. Et puis, un détail du quotidien cristallise cette tension diffuse. Une coupure d'électricité nocturne au centre de la capitale déclenche rumeurs et soupçons, sabotage pour les uns, simple panne pour les autres. Rien n'est confirmé, mais l'effet est réel. Personne ne dort vraiment. Au petit matin, une question circule dans les regards et les conversations à voix basse. Combien de temps cette attente peut-elle durer sans fissurer l'unité affichée? L'impact précoce n'est donc pas militaire, il est psychologique. La crise s'infiltre dans le quotidien, installe l'incertitude et transforme le silence en facteur de pression collective. Le piège n'est pas encore déclenché, mais il est déjà ressenti. Avant l'escalade, il y a un moment précis où tout bascule. À 8h du matin, le ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso publie un communiqué exigeant l'extradition immédiate de Paul-Henri Damiba. Le texte est bref, juridique, sans emphase. 30 minutes plus tard, aucune réponse ne vient de Lomé. À midi, l'information circule déjà dans les médias sahéliens. En quelques heures, une demande formelle devient un signal politique. Ibrahim Traoré réunit alors son état-major, non pour ordonner une action, mais pour mesurer le terrain. La montée en tension se lit dans les détails. Les cartes sont étalées, axes frontaliers, points de passage, dépôts d'armes. Chaque scénario est envisagé, de l'incursion limitée à l'opération nocturne ciblée. Pourtant, un fil rouge traverse toutes les discussions. Éviter le piège, car au même moment, à Paris, des conseillers réactivent les clauses de défense signées avec Lomé et Abidjan. Les radars scrutent déjà la frontière nord du Togo. Un message codé arrive depuis les alliés du Niger et du Mali, rappelant qu'une étincelle suffirait à rallumer tout le Sahel. Dans l'après-midi, la pression s'étend hors des cercles militaires. À la radio nationale, des chants patriotiques alternent avec des communiqués mesurés. Les soldats attendent dans les casernes, visages fermés, tandis que les réseaux sociaux s'enflamment. Des milliers de messages de soutien affluent autour de la figure d'Ibrahim Traoré, perçu comme celui qui doit tenir la ligne sans céder. Le mot d'ordre est simple, justice, pas précipitation. Mais derrière cette unité affichée, ces deux lectures opposées émergent déjà. La première réclame l'action rapide. Pour ses partisans, chaque jour d'inaction prolonge l'humiliation et donne du temps aux réseaux hostiles. Il rappelle pour les précédents sécuritaires où l'attente a coûté cher. La seconde plaide pour la retenue stratégique. Elle s'appuie sur l'histoire récente. Une seule patrouille mal placée pourrait offrir le prétexte légal à une intervention extérieure. Dans cette logique, la victoire ne serait pas l'arrestation immédiate de Damiba, mais la démonstration d'une souveraineté exercée sans retomber dans le chaos. Les répliques se font alors plus subtiles. Le porte-parole de la présidence annonce que toutes les voies diplomatiques seront épuisées, tout en affirmant que le Burkina Faso ne reculera pas. La phrase est calibrée pour être entendue à Lomé comme à Paris. Officiellement, rien ne change. En réalité, chaque mot est pesé, chaque silence devient un acte. Ibrahim Traoré choisit de maintenir la pression sans déclencher l'irréversible. La crise entre dans une phase nouvelle où le temps devient l'arme principale et où le moindre faux pas pourrait transformer une affaire d'extradition en confrontation ouverte. Le cœur du dossier repose sur une série de données chiffrées présentées comme vérifiables par les autorités burkinabées. La première établit un point de référence clair. Avant l'ouverture publique de la crise, les tentatives de déstabilisation étaient traitées comme des menaces internes, fragmentées, sans preuve formelle d'une coordination extérieure. Après l'enquête, le tableau change. Les services de contre-espionnage affirment avoir identifié 40 tentatives d'assassinat visant directement ou indirectement le pouvoir depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré, un volume inédit qui transforme la nature du risque. Ce passage d'une menace diffuse à une série documentée constitue le premier basculement. La seconde donnée concerne les cibles humaines. Le chiffre 19 ne désigne pas une estimation, mais une liste précise d'officiers que le complot devait éliminer la même nuit afin de paralyser la chaîne de commandement. Selon le contenu source, cette simultanéité est essentielle. Elle indique une intention stratégique, pas un acte isolé. Avant, les attaques visaient des individus, après elles visaient une structure entière. Cette évolution justifie, aux yeux d'Ouagadougou,
le traitement du dossier comme une menace existentielle pour l'État. Le troisième chiffre, le plus sensible, est financier. Les enquêteurs évoquent 100 millions de francs CFA transférés via des sociétés écrans ivoiriennes et des intermédiaires itinérants. La donnée brute ne suffit pas, son interprétation compte. Le montant est présenté comme traçable, daté et corrélé aux aveux de messagers arrêtés à Bobo-Dioulasso. Avant ces éléments, les accusations d'ingérence restaient politiques. Après, elle s'appuie sur une chaîne financière cohérente, ce qui permet de parler d'orchestration plutôt que de simple connivence. Ces chiffres ne sont pas brandis seuls. Ils sont intégrés dans une narration juridique destinée à éviter l'escalade militaire. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas de multiplier les nombres, mais de montrer une progression logique. Menace interne, preuve humaine, preuve financière. Cette séquence vise à légitimer une demande d'extradition sans fournir de prétexte à une intervention extérieure. Dans ce cadre, chaque donnée devient un élément de langage autant qu'un élément de preuve. Cependant, ces chiffres ont aussi un effet paradoxal. Plus ils sont exposés, plus ils internationalisent la crise. Les partenaires extérieurs, notamment la France, ne contestent pas frontalement leur existence, mais déplacent le débat vers les accords de défense et la stabilité régionale. Le différend cesse alors d'être une question de culpabilité individuelle pour devenir un test de souveraineté mesurée. La donnée chiffrée, censée fermer la discussion, ouvre en réalité un second front diplomatique. Ainsi, après la preuve quantitative agit comme un levier à double tranchant. Elle renforce la position burkinabé sur le fond, tout en resserrant les contraintes sur la forme de l'action possible. Pour Ibrahim Traoré, le calcul est clair, avancer suffisamment pour maintenir la pression, sans franchir le seuil qui transformerait des chiffres en casus belli. Deux lectures solides s'affrontent désormais au sein du débat sahélien, chacune s'appuyant sur des arguments cohérents. La première thèse défend l'action rapide. Pour ses partisans, le temps joue contre Ouagadougou. Chaque jour sans extradition est perçu comme une victoire symbolique pour les réseaux hostiles et comme une humiliation prolongée pour l'institution militaire. Il rappelle que, dans des contextes sécuritaires précédents, l'attente a souvent permis aux menaces de se reconfigurer, en fait de disparaître, puis de frapper à nouveau. À leurs yeux, frapper vite n'est pas une escalade, mais une prévention, montrer que la souveraineté ne se négocie pas et que l'État est capable d'aller chercher la justice là où elle se trouve. La seconde thèse, tout aussi structurée, plaide pour la retenue stratégique. Elle part d'un constat juridique et géopolitique. Une intervention burkinabé sur le territoire togolais, même limitée, pourrait être interprétée comme une violation frontalière. Dans ce cas, les accords de défense invoqués par des partenaires extérieurs offriraient un cadre légal à une implication militaire élargie. Les défenseurs de cette approche estiment que le coût potentiel d'un faux pas dépasse largement le bénéfice immédiat de l'arrestation de Damiba. Leur objectif n'est pas de nier l'urgence, mais de déplacer le champ de la confrontation vers la preuve, la patience et l'exposition progressive des responsabilités. Face à ces deux positions, la réponse adoptée cherche à intégrer leurs points forts sans en subir les risques extrêmes. Les éléments chiffrés, humains et financiers sont rendus publics de manière graduée afin de maintenir la pression. En parallèle, les canaux diplomatiques sont multipliés pour enfermer le silence adverse dans un cadre procédural. Cette stratégie vise à éviter le scénario binaire action ou inaction. Elle transforme l'attente en outil et non en faiblesse. Dans cette logique, Ibrahim Traoré n'arbitre pas entre courage et prudence, mais entre deux temporalités. La première est émotionnelle, portée par la colère et le sentiment d'injustice. La seconde est stratégique, ou construite autour des contraintes régionales et des précédents historiques. La réponse consiste à ralentir volontairement l'instant décisif, afin que l'éventuelle victoire ne déclenche pas une crise plus large que celle qu'elle prétend résoudre. Ce choix n'éteint pas le débat, mais il en fixe les limites acceptables. Ce qui apparaissait comme une simple attente diplomatique se révèle désormais comme une tactique à part entière, destinée à déplacer le rapport de force sans tirer un seul coup de feu. À ce stade, la crise n'est plus suspendue à une réponse formelle, mais à l'interprétation de ce vide. Le non-dit devient message, et l'absence de communiqué agit comme un signal adressé autant à Ouagadougou
qu'au capital partenaire. Ce changement de cadrage modifie la lecture des événements précédents. Ça, le silence togolais ne sert plus seulement à gagner du temps. Il crée une zone grise où toute initiative burkinabé peut être requalifiée en provocation. Dans cet espace ambigu, les accords de défense invoqués par la France prennent une nouvelle fonction. Non pas intervenir, mais dissuader en amont. La crise glisse alors d'un terrain judiciaire vers une partie d'échec diplomatique où chaque camp teste la patience de l'autre. Pour Ibrahim Traoré, ce moment charnière marque une inflexion décisive. L'objectif n'est plus seulement d'obtenir une extradition, mais de démontrer que la souveraineté peut s'exercer sans tomber dans le piège de la réaction attendue. La retenue cesse d'être défensive pour devenir offensive sur le plan symbolique. En exposant progressivement les éléments du dossier, le pouvoir burkinabé transforme le silence adverse en indice, presque en aveu implicite, sans jamais le formuler ainsi. À partir de ce point, la question centrale change. Il ne s'agit plus de savoir si une réponse viendra, mais quand le coût du silence deviendra plus élevé que celui de la parole. La crise entre dans une phase où le temps travaille pour celui qui sait le maîtriser, et où l'attente devient une épreuve de crédibilité autant qu'un test de nerfs. Les effets concrets de la crise se déploient désormais sur plusieurs cercles, bien au-delà du face-à-face initial. Pour l'État burkinabé d'abord, la priorité devient la consolidation interne. Les autorités renforcent les dispositifs de sécurité autour des institutions et placent sous protection spéciale les officiers identifiés comme cibles potentielles. Pendant cette réponse vise moins à afficher une posture martiale qu'à prévenir toute récidive pendant la phase diplomatique. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré cherche à démontrer que la stabilité peut être maintenue sans suspension de l'ordre public, condition essentielle pour crédibiliser la stratégie de retenue. Pour les entreprises, notamment dans les secteurs miniers et logistiques, l'incertitude pèse rapidement. Plusieurs sociétés étrangères suspendent temporairement leurs activités dans certaines zones, redoutant des perturbations liées à une dégradation des relations régionales. Ce retrait partiel n'est pas présenté comme définitif, mais il révèle un réflexe de prudence face à un environnement perçu comme volatile. Paradoxalement, cette hésitation ouvre un espace à des investisseurs régionaux, maliens et nigériens. Kaki propose de reprendre certaines concessions. La crise agit ainsi comme un filtre, elle écarte les acteurs les plus sensibles au risque et favorise des partenariats fondés sur la solidarité sahélienne. Du côté des citoyens, l'impact est plus diffus mais profondément ressenti. À Ouagadougou, la peur se mêle à une forme de fierté collective. Les veillées de soutien aux forces armées se multiplient, tout comme les messages appelant à la patience et à la dignité. Les rumeurs cependant circulent vite, alimentées par chaque coupure d'électricité ou chaque silence officiel. Dans ce climat, l'image d'Ibrahim Traoré, visitant une base isolée sous la pluie, devient un symbole puissant. Pour une partie de la jeunesse, elle incarne la proximité avec le terrain. Pour d'autres, elle sert de rappel que la crise reste ouverte et que la vigilance demeure nécessaire. À l'échelle régionale enfin, les conséquences sont stratégiques. Le Mali et le Niger expriment leur appui, renforçant la cohésion de l'Alliance du Sahel, tandis que la Côte d'Ivoire et le Bénin adoptent une position d'observation prudente. Le Togo, pris entre ses obligations diplomatiques et les pressions extérieures, tente d'apaiser la tension sans rompre le silence. Des analystes africains avertissent que toute rupture durable entre le Sahel et les États côtiers pourrait fragiliser les équilibres économiques de l'Afrique de l'Ouest en perturbant les flux commerciaux et sécuritaires. Ces conséquences, prises ensemble, montrent que la crise n'est plus un épisode isolé. Elle agit comme un révélateur des lignes de fracture et des solidarités émergentes. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu est désormais de transformer ces effets collatéraux en levier politique sans laisser la tension dégénérer. La question n'est plus seulement de résoudre un dossier, mais de gérer l'onde de choc qu'il a déjà produite sur les États, les entreprises, les citoyens et la région. Si rien ne se brise, la dynamique actuelle se prolonge sans rupture majeure. Les négociations diplomatiques avancent lentement, ponctuées de communiqués mesurés et de silences prolongés. Le Togo
maintient une posture de neutralité prudente, la France conserve son rôle d'observateur vigilant et le Burkina Faso consolide ses alliances avec le Mali et le Niger. Le dossier Damiba s'enlise dans des procédures juridiques, mais la stabilité interne reste globalement préservée. Ce scénario correspond à une guerre froide sahélienne où chaque mot pèse plus qu'une balle et où le temps devient l'outil principal de gestion du risque pour Ibrahim Traoré. Dans une issue plus favorable, la pression combinée de l'opinion publique régionale et de l'Alliance du Sahel finit par produire un infléchissement. Le silence se fissure. Une coopération judiciaire est engagée et l'extradition de Damiba devient possible. Le procès mené publiquement se transforme alors en acte de souveraineté continentale. Dans cette hypothèse, la diplomatie régionale sort renforcée et les partenaires extérieurs sont contraints d'ajuster leur protocole d'intervention. Ibrahim Traoré en tirerait une légitimité accrue, à cause celle d'un dirigeant capable de canaliser la colère collective vers une issue institutionnelle plutôt que vers l'affrontement. Dans l'hypothèse la plus sombre, tout peut partir d'un rien, un incident mal interprété. Une patrouille déplacée, un tir perdu, un drone identifié trop tard suffirait à déclencher une escalade. Les accords de défense seraient activés, la crise deviendrait confrontation ouverte et la fracture serait à la fois diplomatique, économique et symbolique. Dans ce cas, le piège redouté se refermerait pleinement. Le Sahel ne perdrait pas seulement des vies, mais aussi des années d'efforts de stabilisation. La souveraineté revendiquée serait noyée dans un conflit élargi, au bénéfice de ceux qui attendaient ce faux pas. Entre ces trois trajectoires, une recommandation de lecture s'impose. Si la décision est précipitée, c'est alors le coût immédiat risque de dépasser le gain politique. Si la patience est structurée, documentée et partagée avec les alliés, alors le temps peut devenir un capital stratégique. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu des prochains mois n'est pas de choisir entre action et immobilisme, mais de calibrer le moment où l'initiative réduit les risques au lieu de les multiplier. Pour le public burkinabé et sahélien, la crise cesse d'être abstraite dès lors qu'elle affecte le quotidien. Les premières préoccupations concernent la sécurité immédiate, déplacements limités, vigilance accrue autour des bâtiments publics, rumeurs qui circulent plus vite que les démentis. Dans ce contexte, l'incertitude pèse autant que la menace elle-même. Les citoyens cherchent des repères fiables pour distinguer l'information vérifiée du bruit ambiant et pour comprendre ce que signifie réellement une stratégie de retenue prolongée. Un second impact touche les familles des forces armées. L'annonce des listes d'officiers visés, même partielles, ravive l'angoisse. Les proches vivent dans l'attente, partagée entre la fierté et la crainte. Pour eux, la question n'est pas idéologique, elle est concrète. Combien de temps cette tension peut-elle durer sans exposer davantage ceux qui sont déjà en première ligne ? Cette dimension humaine renforce la pression sur les autorités, sommées de protéger sans provoquer. Pour la jeunesse, l'enjeu est différent. Beaucoup voient dans la posture actuelle une épreuve de maturité politique. La retenue n'est pas perçue comme de la faiblesse, mais comme un test de cohérence entre discours de souveraineté et pratique du pouvoir. Les images de terrain, les messages appelant à la dignité et à la patience nourrissent un sentiment d'appartenance qui dépasse l'événement précis. Cependant, cette adhésion reste conditionnelle. Elle dépend de la capacité à expliquer, à rendre lisible une stratégie qui par définition avance lentement. Face à ces attentes, deux gestes simples émergent. D'abord, privilégier une communication régulière, même sobre, pour réduire l'espace des rumeurs. Ensuite, encourager une vigilance citoyenne calme, fondée sur l'observation et non sur la réaction émotionnelle. Ces gestes n'éteignent pas la crise, mais ils permettent au public de rester acteur sans devenir facteur d'escalade. Dans une situation où chaque silence est interprété, la clarté minimale devient un outil de stabilité. La sortie du piège repose sur une ligne d'action structurée en plusieurs étapes, ou méconçue pour s'enchaîner sans provoquer de rupture brutale. La première est diplomatique. Multiplier les canaux formels et informels afin d'obliger une réponse, même minimale, et réduire l'ambiguïté stratégique. Chaque échange écrit
devient une trace, chaque silence un élément de dossier. Cette méthode vise à transformer l'attente en preuve procédurale plutôt qu'en faiblesse politique. Ibrahim Traoré insiste sur ce point. La patience n'a de valeur que si elle est documentée. La deuxième étape concerne la transparence contrôlée. Il ne s'agit pas de tout révéler d'un bloc, mais de publier progressivement les éléments vérifiés du dossier. Qui a fait quoi ? Quand et par quels intermédiaires ? Cette exposition graduée permet de maintenir la pression internationale sans tomber dans la surenchère médiatique. L'objectif n'est pas de convaincre par le volume, mais par la cohérence. À mesure que les données s'alignent, le coût du silence augmente pour les acteurs concernés. La troisième étape touche à la souveraineté logistique et sécuritaire. Le renforcement de la coopération au sein de l'Alliance du Sahel, via la formation conjointe, l'échange de renseignements et la mutualisation de certains équipements, réduit la dépendance extérieure. Cette dimension est moins visible, mais elle conditionne la crédibilité de l'ensemble. Une diplomatie patiente ne tient que si l'arrière-plan sécuritaire est maîtrisé. La quatrième étape est civique. Encourager une mobilisation citoyenne calme, fondée sur l'observation et la transmission d'informations fiables, sans basculer dans la dénonciation émotionnelle. Cette vigilance instruite protège l'unité interne tout en limitant les manipulations. Enfin, la dernière étape est narrative. Parler d'une seule voix au niveau régional, coordonner les messages et inscrire la crise dans un récit commun de souveraineté maîtrisée. Pour Ibrahim Traoré, cette feuille de route n'est ni rapide ni spectaculaire, mais elle définit une progression mesurable. Réponse obtenue, pression maintenue, stabilité préservée. Le succès ne se jugera pas à la vitesse, mais à la capacité de sortir de la crise sans en créer une plus large. Le fil émotionnel ramène à une image déjà vue plus tôt, presque banale en apparence. Sous une pluie fine, dans une base isolée, des soldats fatigués continuent l'entraînement pendant que les dossiers s'empilent ailleurs. Cette scène, reprise et commentée, résume mieux que de longs discours l'état d'esprit qui traverse le pays. Il ne s'agit plus de ferveur spectaculaire, mais d'endurance. La crise a déplacé le centre de gravité. Moins de slogans, plus de persévérance. Dans les rues, les marchés rouvrent après chaque nuit d'alerte. Les enfants jouent d'assez près des camions militaires, comme si la peur devait s'habituer à la présence de l'uniforme. Les portraits d'Ibrahim Traoré, accrochés au mur, ne sont pas tous célébrés de la même manière. Certains sont fleuris, d'autres interrogés du regard. Cette ambivalence n'est pas un rejet, elle traduit une attente exigeante, tenir sans promettre l'impossible. Même les voix critiques reconnaissent une chose rare. Un dirigeant qui continue de marcher au milieu de ses soldats, sans triomphe ni retrait, incarne une forme de continuité dans l'incertitude. Un ancien combattant le résume à la radio. Il n'a pas besoin de gagner toutes les batailles, seulement de rester debout. Cette phrase simple condense fatigue, dignité et lucidité collective. La conclusion émotionnelle n'est donc pas celle d'une victoire annoncée, mais d'un choix assumé. Dans cette crise, la patience devient une posture morale autant qu'une stratégie. Le temps n'efface pas la menace, mais il révèle ceux qui savent avancer sans perdre leur boussole. Tenir peut déjà être une forme de courage. La crise observée ne se referme pas avec une décision unique, mais avec une manière de la traverser. Elle interroge la place du silence, non comme absence, mais comme langage politique. C'est et pose une question plus large sur la façon dont une génération de dirigeants et de citoyens redéfinit la souveraineté dans un environnement sous pression constante. Ce qui se joue autour d'Ibrahim Traoré dépasse un dossier précis. Cela touche à la capacité collective de résister à la précipitation, de transformer la contrainte en choix et d'assumer les coûts d'une voie moins spectaculaire. Pour les observateurs, cette situation invite à regarder autrement les crises sahéliennes. Non plus uniquement à travers le prisme de l'urgence ou de l'affrontement, mais à travers celui des équilibres fragiles, des temporalités longues et des décisions prises sous contrainte maximale. Chaque silence, chaque mot pesé, chaque geste retenu devient alors un indice sur la direction prise. La question finale n'appelle pas de réponse immédiate. Elle reste ouverte, volontairement. Dans un monde où l'on confond souvent vitesse et efficacité, jusqu'où une stratégie de patience peut-elle protéger sans affaiblir ?
Et vous, face à une pression comparable, quelle part de silence jugeriez-vous acceptable pour préserver l'essentiel ?